à tous et bienvenue à cette avant-dernière table ronde de métiers de la journée du Salon du Figaro étudiant, pour lequel nous allons nous pencher sur les métiers de la défense et de la sécurité. Si le domaine peut parfois souffrir d'une image un peu stricte et qui peut effrayer parfois, il offre pourtant des perspectives de carrière très intéressantes et autant que des emplois très variés. Pour sortir de ces idées préconçues, je reçois aujourd'hui pour parler de ce sujet Laurence Lejeune, qui est major de police, Fabrice Chay, chef du bureau air et espace et de recrutement des forces armées, si je ne me trompe pas, si vous me coupez, hein, si c'est... et enfin, c'est juste. François Séchet, capitaine de corvette de la Marine nationale. Oui, c'est ça, responsable du recrutement marine pour l'Île-de-France. Parfait. Alors, merci à vous trois d'être là aujourd'hui. Et je vais vous demander à vous trois de décrire un peu les métiers que comportent vos différentes institutions et les voies pour y accéder et les perspectives justement d'évolution. Donc voilà, de vraiment parler à chacun de votre institution. Et je vais commencer par vous, Laurence. Alors, bonjour à tous, oui, je suis le major de police Laurence Lejeune, je suis déléguée au recrutement et plus spécifiquement en charge des Hauts-de-Seine, mais comme on a compétence sur toute l'Île-de-France, donc je suis aujourd'hui parmi vous. Donc au niveau des recrutements, alors effectivement nous c'est beaucoup par voie de concours, donc vous avez la possibilité d'accéder à ces concours par rapport à des diplômes bien précis qui vous sont demandés. Mais par contre, et c'est ce qu'on dit systématiquement, avant de passer un concours, il faut déjà vous poser le choix du métier que vous souhaitez faire dans la police nationale. Parce qu'en fonction du concours que vous allez passer, vous n'allez pas forcément avoir accès à tous les métiers. Donc c'est déjà important d'avoir en tête le métier et après seulement un concours avec le diplôme qui est exigé pour tel et tel concours. Donc comme mes collègues, c'est assez varié. Nous, dans la police nationale, c'est 300 métiers et spécialités différentes. On a toute la partie active des métiers de la police nationale, c'est-à-dire des fonctionnaires en tenue, du gardien de la paix jusqu'au commissaire, et toute la partie police technique et scientifique, qui sont donc des outils et une aide pour nos enquêtes. Au niveau de ces concours, on démarre à technicien jusqu'à ingénieur. Voilà, donc surtout la question déjà du métier avant de vous engager dans un concours, parce que vous n'aurez pas accès à tous les métiers et à toutes les spécialités. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis le capitaine Fabrice et je suis le chef du bureau air et espace du CIRFA de Paris. Alors ma compétence géographique se limite au 75, une partie du 92 et le 94. Mais on est capable d'informer effectivement toute la population. Alors le recrutement de l'armée de l'air, il est très vaste. Nous recrutons de la classe de 3e jusqu'à Bac+5, donc en fonction effectivement du bagage scolaire, du niveau universitaire, des connaissances académiques. Vous avez accès aux 3 corps principaux des armées, militaires durant, sous-officiers ou officiers. Les possibilités de métiers, de spécialités sont très vastes aussi, plus de 50 métiers dans 13 familles professionnelles. Alors effectivement, l'armée de l'air, on pense naturellement aux pilotes qui sont à bord des Rafales, des A400M, des hélicoptères. Mais il n'y a pas que ça. Pour faire voler un aéronef, nous avons besoin approximativement de 15 personnes qui gravitent autour de l'écosystème de l'aéronef pour le faire voler. Alors ces 15 personnes, c'est quoi? Ce sont des métiers de la protection, bien évidemment, qui protègent les emprises, les matériels et surtout les personnels. Nous avons besoin de spécialistes de la restauration, parce que sur les théâtres d'opération, il faut bien nourrir les militaires. Nous avons besoin de spécialistes de l'administration et de la gestion des ressources humaines. Nous avons besoin de contrôleurs aériens pour mener à bien la mission aéronautique. Nous avons besoin de mécaniciens, de spécialistes de la maintenance aéronautique et des matériels au sol. Donc nous avons un large panel de métiers et qui est accessible à quasiment tous les profils possibles imaginables. Les recrutements ne se font pas tous par la voie de concours. Alors il n'y a qu'un seul concours qui existe pour rejoindre l'armée de l'air et de l'espace. C'est un concours qui est accessible via les classes préparatoires aux grandes écoles, options scientifiques, maths sub, maths spé, pour rejoindre, on va dire, la voie royale. Il s'agit de l'école de l'air et de l'espace, donc qui forme les futurs dirigeants de l'armée de l'air et de l'espace de demain. Après, tout le reste des sélections se font sur des épreuves, non pas de connaissances académiques, mais sur des épreuves psychotechniques, psychomotrices, des entretiens, des épreuves sportives et naturellement aussi des visites médicales d'aptitude. Car pour être militaire, bien évidemment, il faut avoir une bonne condition physique. Voilà, je pense avoir fait le tour assez brièvement de la question et je me tiens à votre disposition plus tard pour répondre à des questions. Merci.
François? Alors oui, pour la Marine nationale, alors énormément de similitudes effectivement avec l'armée de l'air aussi. On a un seul concours, nous, qui est l'école navale. Pour tous les autres recrutements, on les fait sans concours. On a environ 4000 recrutements qui sont faits chaque année, 400 officiers, donc cadres, et 3600, un petit peu plus, non cadres, donc matelots et école de Mestrance. On recrute dans un peu plus de 80 métiers, donc qui sont très larges, parce qu'en fait, la Marine nationale, on met en œuvre des sous-marins à propulsion nucléaire, des frégates, des fusiliers marins, des commandos, et puis aussi quelques aéronefs, parce qu'en fait, on a des hélicoptères embarqués sur nos frégates et les chasseurs sur notre porte-avions. Donc on a aussi les métiers de l'aéronautique, où on a des profils assez similaires à ce que recrute Fabrice également. Ce qui est important à retenir, c'est que chez nous, et je pense que je peux en parler aussi pour mes camarades, il y a vraiment l'aspect motivation qui est vraiment un critère clé dans notre capacité à recruter. On recrute sans CV, mis à part pour les officiers où on regarde le pédigré, l'école. Pour l'ensemble de nos recrutements, sinon les jeunes qu'on accueille, ils viennent sans CV, on regarde ce qu'ils ont fait, on regarde leur niveau académique, et en fonction de ça, en fait, même s'ils ont fait une formation dans telle ou telle filière, ils peuvent aussi, chez nous, se diriger vers une autre filière. Parce qu'en fait, les armées, et la marine notamment, forment l'ensemble des jeunes qu'ils recrutent. Donc pour les officiers mariniers chez moi, donc ceux qui vont être chefs d'équipe, je vais plutôt quand même choisir des gens, quand je veux quelqu'un qui va mettre en œuvre nos chaufferies nucléaires ou qui va travailler sur de la mécanique, je préfère avoir quelqu'un quand même qui a déjà des capacités dans ce domaine. En revanche, quand je recrute un matelot, donc un opérateur ou un technicien junior, on est capable de le former de A à Z. J'ai un exemple concret, il y a quelques semaines, j'ai eu quelqu'un qui est venu, qui était en études de sport, en STAPS, et qu'on a recruté comme mécanicien. Il était passionné, il entretenait sa voiture et sa moto depuis pas mal d'années, et on le forme, et là, dans quelques semaines, il sera embarqué comme mécanicien. Un autre point, avant de céder la parole, c'est que l'ensemble de nos métiers sont ouverts aux hommes et aux femmes. Pour la Marine nationale, toutes nos spécialités, et je crois que c'est le cas chez toi aussi, voilà, même pour aller travailler dans les sous-marins nucléaires, pour être pilote de chasse, pour être chez les fusiliers marins, commando, voilà. Donc ça, il faut vraiment se dire qu'il n'y a aucune barrière. En fait, quand on vient dans un centre de recrutement, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent un dialogue. On arrive, on a une idée de ce qu'on veut faire dans la marine, par exemple. Il y a un certain nombre de métiers qu'on n'imagine pas parce qu'on visualise un peu la conduite d'un navire et ce qui peut se passer en termes d'opération navale. Mais derrière, il y a tous les métiers du support, du soutien, hein, que sont l'administration, la maintenance, les gens qui s'occupent de la restauration, qui vont nourrir l'ensemble des marins qui sont en opération. Donc cette palette de métiers, elle est accessible vraiment à tous et à toutes. Je reviens vers vous, Laurence. Y a-t-il des qualités particulières et aussi on parle souvent de valeurs quand on évoque les métiers de la défense et de la sécurité. Y a-t-il effectivement certaines qualités et des valeurs qu'il faut avoir pour justement rejoindre votre institution de la police nationale, par exemple? Alors la première qualité, mais je pense qu'elle est commune à nous trois, c'est déjà l'honnêteté. Voilà, déjà être honnête, hein, parce qu'on a une enquête de moralité qui valide toute sélection et concours chez nous. Donc voilà, s'il y a le moindre fait, des faits liés à la police ou la gendarmerie, ça peut être bloquant. Je dis bien ça peut, parce que voilà, on est quand même regardant sur chaque dossier et on peut comprendre une erreur de jeunesse. Après plusieurs erreurs de jeunesse, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc ça, pour moi, l'honnêteté, c'est déjà la base. Après, avoir un esprit d'équipe. Alors là, chez nous, si vous n'avez pas d'esprit d'équipe, je pense que c'est pareil pour mes collègues, ça va être compliqué. Être altruiste chez nous, hein, il faut quand même aimer les autres. Ça, pareil, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même, alors nous, policiers, très, très confrontés, malheureusement, à la misère humaine. Hein, ça, c'est notre cœur de métier dans un premier temps, surtout lorsque l'on travaille en police-secours. C'est souvent ce que les jeunes veulent faire dans un premier temps lorsqu'ils passent donc, le concours de gardien de la paix. On y viendra peut-être après au niveau des différents métiers et sélections. Être sportif, un minimum. On ne demande pas de sportif de haut niveau, mais on demande à être sportif parce qu'en école de police, que ce soit gardien, officier ou commissaire, déjà on a des épreuves sportives et puis on a encore du sport en école de police. Et puis on est en tenue, donc avec tout un équipement qui est plus ou moins lourd, même plutôt lourd. Donc il faut être quand même un minimum sportif. Mais je dirais voilà, l'honnêteté, l'esprit d'équipe, être altruiste.
Je pense que déjà, voilà, le sens de la hiérarchie aussi, ah oui, important, la hiérarchie. Quelquefois, chez les jeunes, c'est un petit peu compliqué, ce côté hiérarchique, ce côté on nous donne un ordre et il faut faire, et voilà. Moi, j'ai tendance à dire que la génération qui arrive sur le marché de l'emploi, vous êtes la génération du oui, mais. Oui, vous allez dire oui, oui, mais il y a le petit mais derrière. Voilà, si on vous donne un ordre, c'est parce qu'on voilà, on a assez d'ancienneté et de compétences dans le métier pour vous dire que voilà, dès l'instant que vous n'êtes pas sur un ordre contraire à la loi, voilà, il faut exécuter l'ordre. Mais je pense que c'est les 3 grandes qualités. J'en oublie peut-être, mais je pense que voilà, c'est commun à tous nos corps de métier liés à la sécurité. Et justement, Fabrice et François, vous avez un peu évoqué ce point, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, on est vraiment en phase avec Laurence. Effectivement, l'esprit de camaraderie, l'esprit de corps, l'esprit de cohésion. Il faut imaginer que les militaires, lorsqu'ils sont sur des théâtres d'opération, alors un peu moins en métropole sur une base aérienne ou sur une base navale, mais lorsqu'on est sur un théâtre d'opération, on vit dans un microcosme où il n'y a que des militaires. Donc il faut qu'il y ait un bon esprit de corps, un bon esprit de camaraderie, parce qu'on vit vraiment en autonomie complète. Et on vit avec nos camarades. On ne rentre pas le soir chez soi, lorsqu'on est en OPEX, on ne rentre pas chez soi retrouver son épouse, sa famille. On vit vraiment H24 avec ses camarades, avec ses collègues. Alors, j'aime pas trop le terme de collègue, je veux dire le terme de camarade. C'est quelque chose de très prégnant chez nous. Et il faut imaginer qu'une personne qui aura des difficultés relationnelles, il est fort probable que le métier des armes soit très compliqué pour elle. Voilà. Oui, complètement. En phase, et j'accentue sur cet aspect esprit d'équipe. Je prends l'exemple notamment, nous, des forces sous-marines. Hein. Quand on part sur un sous-marin, nos patrouilles, c'est généralement 2 mois en mer, où on est en vase clos. Et donc ça, on le teste. Laurence l'a dit tout à l'heure, dans les évaluations, tous les marins qui sont recrutés passent devant un psychiatre, parce que c'est important de regarder ça. Mais cet esprit d'équipe, il est vraiment capital, parce que pendant 2 mois de patrouille, forcément, on a des petits coups de moins bien, et voilà. Donc on est tous à l'écoute les uns des autres, pour aussi se remonter le moral quand les uns ou les autres ont des difficultés. Et cet esprit d'équipe aussi, mais comme l'a dit Fabrice, il est capital, parce que pour mener la mission, moi je sais que le commandant du Charles de Gaulle dit régulièrement que lui, il est celui qui a le moins à faire sur le bateau, parce qu'en fait, du matelot jusqu'au capitaine de frégate, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et que si le matelot qui est chargé de telle ou telle mission ne fait pas son job, globalement la mission ne peut pas être menée. Un vrai donc, sens de la responsabilité. Et ça c'est vrai vraiment dans l'ensemble des corps. Il faut vraiment que tout le monde fasse son job. Donc il y a une notion de responsabilisation. Quel que soit le niveau par lequel vous allez rentrer dans les armées, assez vite on va vous confier des responsabilités, vous serez encadré, il y a des ordres, et les ordres sont justement faits aussi de sorte à rassurer. C'est-à-dire qu'on ne vous met pas comme ça, dire débrouille-toi. Au contraire, il y a un vrai compagnonnage, un encadrement qui est fait pour que chacun puisse développer rapidement ses compétences. Il y a une notion d'évolution dans laquelle qu'on n'a pas encore évoquée, mais chez nous c'est vraiment capital. On ne peut pas rester matelot pendant 10 ans. Forcément on évolue, et donc ça veut dire qu'on incite les jeunes à aller passer les formations internes pour passer au grade supérieur, aux responsabilités supérieures. Parce que, mais c'est vrai dans l'armée de l'air, dans la police, moi je ne peux pas aller recruter un commandant de sous-marin ou un commandant de porte-avions dans le civil. Ces gens-là, ils ont gravi des échelons. Ils sont rentrés par l'école navale, et c'est vrai pour quelqu'un qui va gérer une chaufferie nucléaire également. Et justement, je vais poser cette question à vous 3, mais Fabrice en particulier pour démarrer. Pourquoi vous recommanderiez à un jeune justement de rejoindre le secteur de la sécurité et de la défense, et quel conseil vous lui donneriez s'il hésite aujourd'hui? Alors, je ne vais pas donner un conseil, je vais juste témoigner de ma propre expérience. À l'âge de 19 ans, je ne savais pas très bien quoi faire de ma vie, j'étais plutôt en échec scolaire, j'ai pas mon bac. J'ai découvert l'armée de l'air, alors qu'il ne s'appelait pas encore l'armée de l'air et de l'espace, un petit peu par hasard, alors que j'étais au lycée en terminale, lors d'un carrefour carrière. Et puis, j'ai eu en face de moi un conseiller en recrutement qui avait eu les mots justes, qui m'a expliqué que effectivement, je pourrais trouver un environnement dans lequel je pourrais m'épanouir, un métier intéressant, un métier pour lequel je serais formé de A à Z, un métier pendant lequel je serais payé pendant la formation. Donc ça, c'est quand même primordial. Hein. Dès que vous rentrez dans les armées, dès le premier jour du contrat, vous êtes rémunéré. Vous êtes formé, vous êtes rémunéré. C'est pas rien. Et donc, je me suis engagé dans l'armée de l'air à une époque où on recrutait des sous-officiers sans le baccalauréat. Donc je suis arrivé avec en poche ma classe de terminale non terminée parce que j'avais fait le choix de rejoindre la vie active. J'avais pas la fibre militaire, pas du tout. J'avais juste envie d'avoir un peu d'autonomie, de partir de chez mes parents.
Et l'armée de l'air m'a offert des opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis rentré comme sous-officier, j'ai gravi les échelons, c'est ce que disait François tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'escalier social. Alors on ne parle pas d'ascenseur social, parce que l'ascenseur, vous rentrez dedans, vous appuyez sur un bouton et vous montez automatiquement. L'escalier, il faut fournir un effort, il faut monter les marches, ça demande de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gravi les échelons, les grades de sous-officier, puis lorsque j'ai eu l'opportunité de passer un concours pour devenir officier, je l'ai fait, j'ai travaillé. Alors peut-être qu'intellectuellement, j'étais moins bien clabé que quelqu'un d'autre, donc il m'a fallu travailler peut-être un peu plus qu'un camarade qui allait un peu plus vite dans sa tête. Mais en revanche, voilà, j'ai fourni l'effort. Et je pense que ce qui peut motiver les jeunes aujourd'hui, on peut être en échec scolaire parce qu'on n'est pas dans la bonne voie. Mais en revanche, les armées peuvent offrir des opportunités si on a envie de progresser, si on a envie de s'épanouir. Je pense que les armées peuvent fournir à des gens qui n'ont pas encore vraiment trouvé leur place, soit dans la scolarité, soit de façon plus générale dans la société, peuvent offrir des opportunités de réussite. Aujourd'hui, voilà, je suis officier, je gagne, j'estime très bien ma vie. Alors effectivement, j'ai des contraintes, celles de militaire. Je peux ôter la vie comme je peux la perdre si je pars sur un théâtre d'opération extérieure. J'ai des responsabilités, j'ai un boulot qui me plaît, j'ai une évolution constante parce que je change d'emploi tous les 3-4 ans, comme c'est le cas à peu près chez tous les officiers des armées. Donc c'est-à-dire que je fais des choses très diverses, c'est-à-dire que je ne vais pas passer 10 ans à faire la même chose. Et j'ai fait jusqu'à présent, j'ai tenu des postes très différents les uns des autres. J'ai eu l'opportunité de servir en cabinet ministériel, alors que je n'étais que sous-officier. Donc voilà, moi ce que je peux dire, c'est que les armées aujourd'hui, c'est un vrai moyen de s'accomplir, non seulement professionnellement, mais également humainement. Voilà. Laurence? Pareil aussi, je suis d'une génération où il n'y avait pas besoin du baccalauréat. Donc en terminale, voilà, j'ai passé mon concours sur Paris. En terminale, on m'a dit, ça sera l'école de police de Saint-Malo. Très bonne école, hein, c'est la meilleure. Voilà, donc 2 gardiens de la paix. Et de toute façon, chez nous, il faut un élément déclencheur. Moi, à l'époque, c'était le port de la tenue. J'adorais la tenue du policier, qui est différente que de la tenue actuelle. Ça a beaucoup évolué. Donc il y a forcément un élément déclencheur. Ça peut être une émission à la télé, ça peut être une scène de police que vous avez vécue ou dont vous avez été témoin et vous vous êtes dit, ah ouais, là, je veux faire effectivement ce métier. Mais c'est ce que je disais au départ, effectivement, comme mes collègues, on a cet escalier social, il faut se donner les moyens. Moi, maintenant, je suis major de police, donc je suis en haut de la pyramide du corps d'encadrement et d'application, c'est-à-dire le corps des gardiens de la paix. Le concours supérieur d'officier ne m'intéressait pas parce que c'est plus les mêmes métiers, on fait beaucoup moins de terrain. Plus on monte dans la hiérarchie, moins on fait terrain. C'est pour ça que par rapport aux 300 jeunes qu'on a vus là depuis ce matin avec ma collègue, posez-vous la question du métier. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient nous voir là sur le stand et qui me dit, voilà, moi je veux du terrain, je veux enquêter. Donc brigade des stupes, brigade criminelle, protection des familles, cybercriminalité. Celui qui me dit je veux la police aux frontières, celui qui me dit je veux les CRS, celui qui me dit je veux la BRI, le RAID, la BAC, les motards, les maîtres chiens, l'équestre, les drones. Nous avons des pilotes de drones. Voilà, tout ça c'est le concours de gardien de la paix. Donc concours que l'on peut passer lorsqu'on est titulaire d'un baccalauréat. Donc ça, c'est la première étape. Ce concours de gardien de la paix, il vous ouvre absolument les portes de tous les services et métiers spécialisés au sein de la police nationale. Après, effectivement, certains en interne souhaitent évoluer ou effectivement des étudiants avec des idées bien précises souhaitent directement les concours supérieurs comme officier à Bac+3. Mais là, on est sur un travail de manager, un policier qui est là vraiment pour gérer des effectifs au quotidien, gérer des brigades en commissariat, gérer des groupes d'enquête. Mais son rôle, ce n'est pas d'être sur le terrain, ce n'est pas de faire des perquisitions, ce n'est pas de casser des portes à 6 h du matin. Voilà, il faut bien avoir ça en tête. L'officier de police, c'est un manager. Il est là pour gérer des groupes d'enquête ou gérer des brigades au sein d'un commissariat. Et le commissaire, tout en haut de la pyramide, effectivement, lui, c'est un peu le chef d'entreprise, l'architecte de la police nationale. Il est là pour donner les grandes directives de lutte contre la délinquance sur tel ou tel secteur. Donc il y a toujours une possibilité d'évoluer au sein de la police nationale. Moi, j'ai fait le choix de rester dans mon corps et d'évoluer dans les grades. Mais là, récemment, on a 2 de nos collègues qui étaient donc formateurs de tir et de sport chez nous, qui ont commencé vraiment en bas de l'échelle. Un cadet de la République, l'autre policier adjoint. Donc ça, c'est des sélections. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Qui ont passé le concours de gardien de la paix, qui ont donc été FTSI chez nous, donc nos fameux formateurs de tir et de sport, et qui ont décroché le concours d'officier, et ils sont actuellement en école d'officier. Donc effectivement, quand on se donne les moyens et quand on bosse un minimum, il n'y a pas de problème. Vous pouvez évoluer au sein de la hiérarchie. Mais attention, quand on change de concours et donc quand on change de corps,
vous n'avez plus accès au même métier. Encore une fois, celui qui veut du terrain et celui qui veut avoir un maximum de métiers, moi j'ai 25 ans maintenant de police et j'en suis à mon 5e métier. Les officiers, comme ils sont moins nombreux, forcément le turnover se fait moins souvent. Et les commissaires, eux, ont obligation de bouger tous les 5 ans. Donc ils peuvent commencer en commissariat, ensuite ils peuvent partir en police judiciaire, ils peuvent partir à la police aux frontières. Voilà, il y a un turnover assez important. Donc surtout, posez-vous la question du métier. Il n'y a pas de souci pour l'évolution quand on se donne les moyens. Par contre, j'ai jamais vu le contraire, c'est-à-dire un commissaire ou un officier qui se dit « mince, je me suis trompé de concours, je voulais être sur le terrain, je vais passer le concours de gardien ». Dans ce sens-là, j'ai encore jamais vu. Voilà. Mais dans le sens contraire, oui, bien évidemment, l'évolution se fait sans aucun problème. Mais encore une fois, il y a forcément un élément déclencheur. Ça peut être la tenue, ça peut être un reportage, ça peut être une intervention de police qui vous a plu, ça peut être venir parler avec nous sur des stands. Il y a forcément un truc qui s'est déclenché, qui a été un élément déclencheur. François? Oui, effectivement, je souscris à tout ce qui a été dit. Je complète. Moi, je suis rentré directement comme officier après mes études, après un master. Mais en revanche, moi, je suis rentré dans la marine un peu par hasard. C'est-à-dire que j'avais aucun militaire dans ma famille. Je cherchais à travailler plutôt dans la sphère publique. J'avais un diplôme en communication. Et donc, parmi les offres que j'ai trouvées sur les sites d'emploi, il y en avait une qui était dans la marine. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et j'ai souscrit un contrat de 3 ans en me disant comme ça, après, je ferai autre chose. Et puis, finalement, en fait, la marine m'a proposé d'autres jobs. J'ai fait aussi différents métiers. Donc j'ai travaillé dans des écoles, j'ai fait de la communication nucléaire, je me suis occupé de revues, maintenant je fais du recrutement. Donc voilà, au fil des affectations, des formations, eh ben, on évolue en France, à l'étranger. Il y a vraiment énormément d'opportunités à saisir, donc ça c'est vraiment important. Une chose aussi, c'est que quand on rentre chez nous, comme dans les autres armées, en tant que matelot, ben, on peut aussi changer de métier. J'ai des jeunes, moi, qui sont rentrés comme plongeurs, ou alors plutôt comme mécaniciens, et qui tout d'un coup découvrent qu'on peut être plongeur de bord, et puis qu'une fois qu'on a le certificat de plongeur de bord, on peut se former pour être plongeur des mineurs. On peut être maître chien également, pilote de drone, enfin tout un tas de métiers qu'on trouve un peu moins dans le secteur civil, et qui en tout cas chez nous sont accessibles sans forcément avoir un diplôme prérequis, puisqu'on forme en interne. Et je crois que c'est le cas aussi dans les autres armées. Nous, la plupart de nos formations sont reconnues au RNCP, le registre national des compétences professionnelles. Donc ça veut dire que vous rentrez avec ou sans le bac, les formations que vous aurez réalisées au sein des armées, en plus de l'expérience que vous aurez acquise, pourra aussi servir après. Parce qu'en fait, on peut rentrer, moi j'ai des camarades qui sont rentrés en même temps que moi ou après moi, qui ont fait 4, 5 ans, 6 ans, qui après font le choix de repartir dans le civil, parce qu'effectivement on a des contraintes au quotidien. Mais en fait, cette expérience, elle est valorisée, elle est valorisante dans le secteur civil. Donc ça vaut le coup en tout cas de franchir la porte d'un CIRFA, des centres de recrutement. Pour les 3 armées, nous on est à l'école militaire là, à Paris. Pour la police, vous êtes à... Nous, on est sur le 13e arrondissement. Le recrutement est basé sur le 13e pour Paris, Petite et Grande Couronne. Et puis au-delà des CIRFA, il ne faut pas hésiter à venir sur nos sites de recrutement. Et puis en fait, on est présent sur la plupart des salons de recrutement. Ça ne coûte rien en fait d'échanger avec les uns les autres. Il y a aussi d'autres. Nous, on est présent sur une plateforme qui s'appelle My Job Glasses, qui est en fait une plateforme de mise en relation entre les jeunes et les professionnels. Ça permet aussi d'échanger avec un marin qui fait tel ou tel métier. Moi, je ne pourrais pas vous dire au quotidien ce que fait un contrôleur des opérations aériennes sur une frégate. Enfin, voilà, j'ai la fiche de poste, mais j'ai jamais exercé ce métier. Ben, vous pouvez être mis en relation avec des gens qui font ce métier et expliquer comment ils ont accédé à ce poste et quelles sont leurs motivations au quotidien et leurs contraintes. Donc ça c'est important aussi aujourd'hui de pouvoir échanger, parce que la plupart des métiers qu'on exerce, certains se font dans le civil, mais c'est dans des conditions un peu différentes chez nous, et d'autres n'existent pas dans le civil, donc c'est important de pouvoir découvrir avant de signer, quoi. Et justement, je reviens vers vous, Laurence. Vous avez parlé justement des concours d'entrée, notamment de gardien de la paix. Vous avez tous les 3 dans vos corps effectivement des moyens d'arriver qui sont assez différents. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe concrètement et qu'est-ce qu'il faut faire, les concours, tout ça? Donc, en fonction de, effectivement, comme je le disais, une fois que c'est bien clair dans votre tête au niveau du métier, vous allez passer à un concours effectivement bien spécifique. Si effectivement c'est gardien de la paix qui vous intéresse, on demande un bac, n'importe quel bac, bac général, bac pro, bac métier de la sécurité. Vous retrouvez les annales de concours sur notre site Devenir de policier, donc 3 grandes étapes, écrit, sport et oral. Donc au fur et à mesure on élimine. Donc le but étant d'être parmi les meilleurs, et ensuite c'est 1 an d'école de police n'importe où en France. Pour officier et pour commissaire, même pratique, une partie écrite,
et une partie orale et une partie sportive. Les épreuves sportives sont communes à nos 3 concours, gardien, officier et commissaire. Là par contre, on n'est pas sur les mêmes diplômes, on est sur du bac+3 en officier et du bac+5 en commissaire. Je ne vous cache pas que ceux qui passent le concours de commissaire passent également en parallèle le concours d'officier, puisqu'on est à 15 jours d'écart entre les deux. Voilà. Donc forcément, ça limite quelquefois les chances d'un jeune qui n'aurait qu'un bac+3. Voilà. Mais il ne faut pas se désespérer. Si ça ne fonctionne pas une année, moi j'ai pas eu le concours la première fois de gardien, je l'ai eu la seconde fois. Voilà, il ne faut pas désespérer. On a également, pour ceux qui sont intéressés par le concours d'officier de commissaire, on a les prépas talents. Prépa talent officier et prépa talent commissaire qui sont ouverts à bac+3 pour les prépa talent officiers, à bac+5 pour les prépa talent commissaires, et qui sont ouverts à n'importe quel bac+3 et n'importe quel bac+5. Parce que si vous regardez un petit peu sur notre site, vous allez vite vous rendre compte que pour officier et commissaire, si vous n'êtes pas issu d'une filière de droit, ça va être compliqué. Voilà. Donc il y a cette possibilité-là d'être sélectionné et de suivre déjà un cursus de formation. Autre possibilité également, parce que vous êtes une génération où effectivement vous vous cherchez un petit peu, les métiers de la sécurité vous intéressent, mais vous ne voulez pas forcément tout de suite signer un contrat et vous engager. Hein, vous êtes une génération où on sait très bien vous ne ferez pas carrière comme nous dans les armées ou dans la police. Moi je sais que je finirai ma carrière dans la police, mais la nouvelle génération qui arrive, on serait très bien que vous ne ferez pas toute votre carrière. Donc on a 2 dispositifs. On a les policiers adjoints, donc peut-être que vous, voilà, si vous êtes un petit peu curieux, c'est ceux qui ont les épaulettes bleu roi sur les épaules. Donc là, c'est des jeunes que l'on recrute avec ou sans diplôme, peu importe. Et très clairement, à l'oral, c'est des jeunes qui nous disent, bah voilà, je suis intéressé par les métiers de la sécurité, mais avant de m'engager sur le concours de gardien ou d'officier ou de commissaire, je veux déjà voir. Voilà. Donc ça ne nous choque pas qu'un jeune rentre par cette voie, donc de contrat hein, de 3 ans, renouvelable une fois, 6 ans de contrat. Ça permet aux jeunes de voir et de s'orienter ou pas vers un concours. Donc très souvent, on a des jeunes qui s'inscrivent sur le concours de gardien parce qu'ils veulent faire sur le ils veulent travailler sur le terrain. Et pour doubler leurs chances de réussite, ils s'inscrivent en même temps aux sélections de policiers adjoints. Donc ce sont des sélections en Ile-de-France que nous avons 4 fois dans l'année. Donc c'est très très régulier. Là, on n'est pas sur du concours, on est sur de la sélection, un petit écrit, du sport, un oral. On reste exigeant, mais on n'est pas sur de concours, donc c'est moins dur que le concours de gardien de la paix qui reste quand même exigeant. Et ça permet aux jeunes d'avoir 4 mois de scolarité en école de police et d'intégrer un service de police avec nous, en tenue et armée. Donc ils patrouillent avec nous, ils travaillent avec nous, aux mêmes horaires que nous, avec les mêmes contraintes que nous. Comme ça, ils se rendent compte vraiment du métier de policier et de la vie en commissariat. Parce que souvent, on a une vision de par soit les séries ou soit les reportages. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, bah, certains nous disent au bout d'1 an, 2 ans, bah non, en fait, je me suis trompée, c'est pas fait pour moi. Et d'autres vont nous dire, si, c'est fait pour moi, ok, là, ça y est, je me lance dans le concours, je suis sûre de moi. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer par cette passerelle. Autre passerelle également, mais par contre, le recrutement se fait 1 fois par an, il se fait... il commence au mois de janvier, il se termine en mars, ce sont les cadets de la République. Donc les cadets de la République, là, c'est des jeunes que l'on recrute pour l'Île-de-France et c'est des jeunes qui sont en alternance chez nous pendant 1 an. Ils sont 1 semaine avec nous en centre de formation police pour préparer leurs épreuves de concours et pour préparer leur futur métier de policier. Et lorsqu'ils ne sont pas avec nous, ils sont 1 semaine dans un lycée partenaire pour toute la partie culture générale, parce qu'on a de la culture générale dans le concours de gardien de la paix. Et là, pareil, ça permet de remettre à l'étrier et de remettre à niveau des jeunes qui, tout de suite, à l'issue de leur formation de cadet de la République, basculent automatiquement policier adjoint. Donc là, ils basculent sur 5 années de contrat. Et en règle générale, très rapidement, dans l'année qui suit, voilà, ils ont tellement été bien formés, bien briefés, bien suivis par leurs formateurs, ils ont rapidement leur concours. Donc ça, on est plus sur des jeunes qui veulent mettre un maximum de chances de leur côté pour le concours de gardien de la paix. Et on a les autres qui, effectivement, soit veulent tester le métier de policier, donc s'engagent déjà comme PA, ou alors veulent doubler leurs chances d'obtenir le concours de gardien de la paix et se positionnent sur le concours de gardien et sur le poste également de policier adjoint. Autre dispositif également que nous avons, et là c'est tout récent, ça date d'il y a 1 an, la réserve opérationnelle. Jusqu'ici, on était un petit peu à la traîne par rapport à nos collègues gendarmes et par rapport aux pompiers de Paris. Ça y est, on a notre réserve opérationnelle à partir de 18 ans. Donc là, la personne qui a 18 ans, de 18 à 67 ans. Donc, et quand je dis à 67 ans, c'est vraiment 67 ans parce qu'on a tous les âges. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez un petit entretien de 15 minutes validé par une enquête de moralité et par une visite médicale.
Et si tout est OK, vous avez 2 fois 15 jours de formation. Si ces 2 fois 15 jours sont validés, vous avez une tenue de policier, une arme à feu et vous patrouillez avec nous sur le terrain. Exactement comme la réserve opérationnelle en gendarmerie. C'est pareil. Et là aussi, c'est une bonne façon pour notamment les étudiants. Moi, j'ai pas mal d'étudiants sur le 92 que j'oriente sur ce dispositif de réserve opérationnelle parce que beaucoup sont nombreux à nous demander des stages au sein de nos commissariats, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Donc le fait d'être réserviste, ça permet aux jeunes d'intégrer nos rangs et surtout de mettre en place son propre planning en fonction de ses études. C'est-à-dire que si le jeune est disponible tous les week-ends parce qu'il est un petit peu plus cool au niveau de ses études, eh bien il vient travailler avec nous les week-ends, il n'y a pas de souci. Et il sera en patrouille avec nous, et il se rendra compte vraiment du métier de policier, avec une rémunération à hauteur de 80-85 € brut net d'impôts. Donc c'est un dispositif qui est plutôt pas mal. Et là, sur nos promotions, là, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, le délai d'attente est un peu long. Entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où vous êtes appelé pour l'entretien, il se passe un délai de 4 mois à peu près. Mais ça fonctionne plutôt bien, et surtout pour nos étudiants qui sont ravis d'intégrer nos rangs, d'être rémunérés. Et comme ça les conforte dans leur choix de passer tel ou tel concours. Voilà. Donc vous avez vraiment plusieurs options chez nous au sein de la police nationale. Super, merci. Et Fabrice, justement, comment justement par concours ou pas, comment on intègre votre corps? Alors, pour rejoindre l'école de l'air et de l'espace, effectivement, l'accès se fait via un concours. 3 possibilités, classe préparatoire aux grandes écoles, option scientifique, maths sup, maths spé, on tente le concours et on a une formation d'officier qui dure 3 ans, 2 ans de formation militaire initiale et de formation d'officier, des cours académiques, et puis une année d'application. Deuxième option, au-delà des CPEG, c'est arriver avec une licence sciences politiques ou sciences de l'ingénieur qui vous permet aussi de présenter ce concours, même formation. Et ensuite, la 3e possibilité de rejoindre l'école de l'air et de l'espace, c'est d'arriver directement avec un diplôme niveau Bac plus 5, donc un Master 2 ou un diplôme d'ingénieur. Et là, vous êtes dispensé des épreuves. Effectivement, vous êtes passé en concours sur titre. Donc effectivement, vous n'avez plus que la partie sport et visite médicale et entretien. Et là, en revanche, la formation est réduite et vous ne faites qu'une année de formation. Le reste du recrutement se fait sur la base d'épreuves de sélection. Alors, les épreuves sont communes à tous les recrutements, les épreuves de base, que ce soit pour être officier sous contrat du personnel non navigant ou du personnel navigant ou du personnel non navigant, pardon, que ce soit sous-officier ou militaire technicien de l'air, donc qui est le socle, on va dire, de la hiérarchie des militaires. Épreuves psychotechniques, épreuves parfois psychomotrices pour les PN, des entretiens, visites médicales, des épreuves sportives, course à pied, traction, tirage de poulies pour le personnel féminin. Le recrutement donc pour les MTA se fait entre la classe de 3e et le baccalauréat. Le recrutement pour les sous-officiers est axé sur les bacheliers jusqu'à Bac plus 2. Et au-delà de Bac plus 2, on recrute plutôt des officiers sous contrat, donc Bac plus 3, Bac plus 5. Alors, autant le recrutement des sous-officiers, des militaires techniciens de l'air est un recrutement de masse. On va recruter cette année 1400 sous-officiers. Pour ce qui concerne les officiers sous contrat du personnel non navigant, donc ça peut être aussi bien des officiers RH que des officiers qui œuvrent dans le maintien en condition opérationnelle des matériels, donc des officiers, on va dire, avec une connotation scientifique. On va les prendre donc avec minimum une licence. Ils passent les épreuves de sélection et des entretiens. Et ils sont recrutés sur un poste spécifique, c'est-à-dire qu'au départ du coup, ils ont répondu à une offre d'emploi pour un poste sur telle base aérienne dans tel service, et le détail du poste à tenir est indiqué dans la fiche de poste. Pour les sous-officiers et pour la militaire technicien de l'air, le recrutement est un recrutement global où l'affectation pour les sous-officiers n'est connue qu'à l'issue des formations. On déroule les formations militaires pour les sous-officiers 15 semaines à Rochefort, puis les formations professionnelles dont la durée et les écoles varient en fonction bien évidemment du métier. Et ce n'est qu'à l'issue de la formation professionnelle que le sous-officier choisit son affectation. Alors bien évidemment, ça se fait en fonction de l'ordre de mérite. Le major de promotion, celui qui a eu le meilleur résultat, choisi en premier. Et puis le dernier, malheureusement, va sur la base aérienne ou le site géographique où personne ne veut fatalement aller. Pour les militaires techniciens de l'air, il y a une petite particularité, c'est qu'on a les offres d'emploi sur les bases aériennes, et effectivement les militaires techniciens de l'air, donc les jeunes qui ont, effectué une classe de 3e jusqu'au baccalauréat, choisissent lors du dépôt de dossier
d'aller sur telle ou telle base, s'ils le souhaitent. Ils peuvent très bien aussi choisir une affectation sur n'importe quelle base aérienne. Ça, c'est un choix personnel, car cette population-là n'est pas une population, contrairement aux autres militaires, une population mobile. C'est-à-dire qu'un militaire technicien de l'air va être recruté normalement pour une base aérienne et n'a pas vocation à être muté. Toutefois, s'il a envie de changer, s'il a envie de voir du pays, il a la possibilité de lever la main et de dire « je souhaite être muté ». Donc ça répond à des règles RH particulières, mais il n'a pas vocation à être mobile. Contrairement aux sous-officiers qui sont régulièrement mutés, on ne fait pas toute sa carrière en qualité de sous-officier sur une seule base aérienne. Il y a des échéances dans la carrière où malheureusement il faut bouger. Ça permet un peu de mobiliser les compétences et de les muter sur des bases aériennes, des sites différents. Et c'est pareil pour les officiers, où il y a effectivement une mobilité qu'il faut appréhender, qu'il faut assumer. Je pense avoir fait le tour de la question pour les recrutements des officiers d'active. Nous avons aussi, pour ceux qui ont un doute sur leur capacité à s'adapter à l'environnement militaire, un petit peu comme dans la police nationale, nous on a le recrutement des volontaires des armées. Alors volontaires militaires du rang, sans qualification particulière, volontaires aspirants à partir d'un bac+2, ce sont des militaires, donc qui sont en tenue, qui ont une formation militaire, qui souscrivent un contrat d'une année, qui peut être renouvelé jusqu'à 4 fois, donc ils peuvent faire 5 ans comme volontaires, et ça leur permet de découvrir l'environnement militaire, le métier qu'ils auront choisi, pour lequel ils auront été recrutés, et ça permet de voir s'ils peuvent s'adapter à la culture, à l'environnement, à l'écosystème militaire. Il y a aussi effectivement la réserve opérationnelle, alors qui, contrairement à la police, qui est quelque chose qui fait partie de notre ADN. On a des réservistes qui sont des anciens militaires qui quittent le service actif, mais qui continuent très régulièrement à être appelés à revêtir l'uniforme et à venir travailler, alors très souvent dans le métier qu'ils ont quitté. Et en revanche, de plus en plus, on recrute des réservistes opérationnels qui n'ont pas de culture militaire, qui n'ont pas de passé militaire. Le capitaine qui m'accompagne ici sur le salon, le capitaine Christopher, est un réserviste pur qui a œuvré dans le monde du recrutement depuis qu'il est rentré, je crois que c'est en 2005 ou 2006. Donc c'est quelqu'un qui a un emploi dans le civil et qui très régulièrement, notamment pour les salons, vient nous soutenir dans notre mission de recrutement. Je crois avoir fait le tour de tous les dispositifs. Alors on a aussi des cadets, des escadrillards jeunesse, mais bon, c'est un peu compliqué. Alors pour la réserve, il y a un site pour toutes les armées qui s'appelle roc.defense.gouv.fr. Pour les jeunes qui voudraient effectuer des stages ou des alternances, parce que ça aussi, ça permet d'avoir une première expérience au sein du ministère des Armées, il y a un site qui s'appelle stage.defense.gouv.fr que vous pouvez aller consulter avec un moteur de recherche en fonction de votre niveau scolaire, de votre zone géographique, du domaine dans lequel vous voulez effectuer votre stage. Donc vous avez plein de possibilités de rejoindre les armées, soit en qualité de militaire, soit en qualité de stagiaire ou d'alternant. Merci. Et François ? Oui, pour compléter, je vais être un peu plus court parce qu'après on a peut-être des questions de l'assistance, mais pas de souci. Bon, les critères sont assez similaires. Plusieurs choses pour compléter. Chez nous, donc un seul concours également pour l'école navale, 80 places dans l'année. Donc c'est une école d'ingénieurs, d'officiers, après des classes prépa. Donc ça c'est un petit recrutement. Ensuite, les autres recrutements officiers, on a des campagnes d'officiers pour être dans les opérations avec le même dispositif. On rejoint l'école navale en dernière année. Et la grande majorité des officiers, c'est des postes qu'on met en ligne tout au long de l'année quand on a des besoins dans les unités et on fait un recrutement assez classique. On peut même postuler en ligne sur le site lamarinerecrute.fr, déposer son CV et puis ensuite on a un process assez classique. Ce qui est important, c'est pour l'ensemble des recrutements non cadres et comme pour les cadres, on recrute tout au long de l'année. Et pour les recrutements non cadres, on a des rentrées régulièrement. On a l'école de Mestrance par exemple, on a une rentrée là début novembre. Donc ça c'est pour des jeunes qui sont à partir du bac. L'école de Mestrance, c'est 27 spécialités, donc finalement c'est une grande école avec 2 campus, un à Brest, un à Toulon, et des spécialités très diversifiées qui vont des ressources humaines à l'électronique, en passant par de la maintenance. Donc ça, en fait, c'est surtout toujours le bon moment pour venir postuler dans la marine et dans les armées, parce qu'il y a des contingents, comme on appelle ça, tout au long de l'année.
Un petit focus, à partir de la 3e, on recrute à l'école des Mousses. L'école des Mousses, c'est un dispositif un peu original, c'est-à-dire que c'est basé à Brest. On recrute 250 jeunes, souvent qui s'épanouissent pas pleinement dans le dispositif scolaire tel qu'il est aujourd'hui en France. Et donc on offre une formation professionnelle qualifiante d'1 an, et puis derrière, qui n'est pas engageante pour la marine, c'est-à-dire qu'après cette formation-là, on peut reprendre un cycle, et tous les ans, on en a quelques-uns qui reviennent dans le cycle classique, ou bien s'engager comme matelot et signer un contrat de 4 ans. Et puis ensuite, les matelots, on en recrute pareil tout au long de l'année. On a un volume de 2700 matelots recrutés cette année. Voilà. Et après, je pense qu'il y a peut-être un certain nombre de questions spécifiques sur lesquelles on peut répondre. Oui, alors on va passer à un petit temps de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez vous manifester. Je vais vous donner le micro. Merci, bonjour. Pour un jeune qui adhère bien aux valeurs que vous partagez, que vous avez bien expliquées, qu'est-ce qui peut faire qu'il aurait plutôt intérêt à penser police nationale ou armée? Est-ce qu'il y a des points de différenciation qui pourraient aider à l'orientation d'un jeune? Nous, c'est la zone de compétence. Nous sommes compétents dans les zones de plus de 20 000 habitants. Et on reste dans le cadre national. On ne part pas en OPEX, on ne part pas en opération. Voilà. Hormis les mutations au niveau des DOM, on peut avoir quelques missions qui vont durer 3, 4, 5 ans. Mais ça reste à la marge. Donc je pense que nous, c'est déjà le type de délinquance à laquelle on a affaire. C'est-à-dire que nous, c'est de la délinquance plus urbaine, contrairement aux gendarmes qui sont sur une délinquance plus rurale, quoique maintenant la délinquance se déplace. Donc voilà. Après, il faut vraiment se poser la question de... Enfin, nous, j'aurais plus tendance à dire, nous, c'est vraiment différence police-gendarmerie. Bon, mes collègues gendarmes ne sont pas là aujourd'hui, ils sont sur un autre forum. Mais la différence entre police-gendarmerie, nous, zone urbaine, plus de 20 000 habitants, donc en dessous c'est la zone gendarmerie. Bon, l'avantage des gendarmes militaires, donc vie en caserne, voilà, logement que nous on n'a pas puisque nous sommes des civils. Voilà. Après c'est vraiment moi je pense que c'est la zone de compétence qui diffère, et puis beaucoup de jeunes n'ont pas forcément envie non plus de vivre en caserne, en gendarmerie, et donc du coup préfèrent la police nationale. Après en termes de métier c'est exactement la même chose, mais effectivement on n'a pas d'opération en OPEX et ce genre de choses. Oui, je complète effectivement. Pour nous, la signature de la marine actuellement, c'est rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. Donc effectivement, nous, il y a peu de chances d'être affectés à Paris. Vous allez plutôt partir dans les Outre-mer, sur des théâtres d'opérations éloignés, puis surtout en pleine mer. Donc la zone de compétence est très très différente. Voilà. Et le mode de vie également, parce que voilà, chez nous, vous allez partir 4 mois en mer, assez éloigné de vos proches. Donc voilà, c'est un mode de vie clairement que l'on propose. L'électricien qui rentre dans une structure civile ou qui rentre dans la marine ou même dans l'armée de l'air, c'est le même métier de base, mais c'est une vie complètement différente. Et Fabrice, moi j'en profite juste pour vous relancer. Je rebondis sur le propos de Laurence. On a un fondement, enfin, c'est valable pour l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre ou la marine, c'est la participation aux opérations extérieures. Donc on a vocation à intervenir en tout temps, tout lieu. Alors nous, l'avantage de l'armée de l'air, c'est qu'on permet d'atteindre n'importe quel point du globe relativement rapidement. Donc on est présent un petit peu partout où il y a une action militaire. Donc c'est ça un petit peu la différence peut-être avec la police. C'est les interventions dans des conditions parfois un petit peu compliquées. Effectivement, on n'a pas le même rythme de vie lorsqu'on est au Moyen-Orient sur une base aérienne projetée, par exemple en Jordanie, que celle que l'on peut avoir sur une base aérienne à Avord ou à Bordeaux, bien évidemment. Cette notion de vie en collectivité, elle est extrêmement forte parce qu'effectivement, alors on peut faire le choix en métropole de vivre sur la base aérienne en début de carrière, mais après on a envie d'évoluer dans sa vie personnelle et donc d'avoir un appartement et de sortir de cette vie, de cette communauté de militaires H24. En revanche, ce rythme de vie-là, H24 avec les militaires et ses collègues sur une opération extérieure, on n'a pas le choix. Donc en fonction de ce à quoi on aspire, entre la police nationale ou les armées, que ce soit marine nationale, armée de terre ou armée de l'air et de l'espace, cette notion d'intervention hors des frontières françaises, ça c'est une notion très forte, et je pense que c'est le point qui peut effectivement être le déclic de l'intérêt d'un jeune aujourd'hui.
Fabrice et François, moi j'en profite une petite question. Est-ce qu'on peut facilement combiner vie de famille et vie professionnelle quand justement on s'engage dans l'armée ? Alors oui, clairement. Il y a des contraintes, on l'a évoqué avec Fabrice et avec Laurence depuis tout à l'heure. Effectivement, partir loin, longtemps, c'est un mode de vie. Néanmoins, il y a une attention toute particulière portée par le ministère des Armées et par chacune des armées à cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On ne peut pas avoir des militaires combattants engagés si dans leur vie personnelle, ils n'ont pas une vie personnelle équilibrée ou que les choses vont bien. Donc pour le coup, on a tout un tas de dispositifs qui font qu'on peut partir sereinement en opération. On a un suivi des familles. On a, dans la marine, par exemple, on a mis en place le système de double équipage sur un certain nombre de frégates, les frégates de premier rang. C'est-à-dire qu'on continue à partir loin et longtemps, mais il n'y a plus ce caractère d'imprévisibilité. Parce que jusqu'à il y a peu, en fait, quand le bâtiment était d'alerte, vous ne saviez pas exactement à quel moment vous alliez appareiller. L'exemple assez récent, c'est l'engagement en Libye. En fait, les gens sont partis un peu au coup de sifflet bref, comme on dit chez nous, et ne savaient pas qu'ils partiraient pour une période aussi longue. Donc pour la vie de famille, c'est quand même un peu compliqué. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est assez normé. Alors ça l'était déjà dans l'armée de terre et l'armée de l'air, parce que le système des OPEX était fait, en fait, vous savez, si vous partez pour un mandat de 4 mois, 6 mois, là où nous, il y avait encore cette imprévisibilité, donc on a corrigé ça. Et puis, il y a tout un tas de structures qui font qu'on a des aides pour avoir des logements où on peut loger notre famille, même quand on est affecté en région parisienne où c'est un peu plus compliqué, et on a un certain nombre de structures de soutien pour faire en sorte qu'on puisse concilier cette vie professionnelle et ces engagements familiaux. On regarde aussi en termes de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire que je crois que c'est le cas aussi dans l'armée de l'air. Quand on a 20 ans, on est très content de partir assez régulièrement en opération, parce qu'on n'a pas mentionné cet aspect-là, mais quand on part en opération, la solde, c'est-à-dire notre rémunération, évidemment, elle est indexée, c'est-à-dire qu'on rémunère le risque, hein, on prend un peu plus de risques quand on est sur une base à N'Djamena ou au milieu de l'océan Indien. Donc c'est assez motivant de partir, parce qu'on a une bonne solde. À 25, 30 ans ou un peu plus, quand on commence à fonder une famille, on aspire aussi à avoir peut-être une affectation, on va rentrer plus souvent chez soi. Donc, il y a aussi des postes en état-major. Donc là-dessus, la gestion fait en sorte qu'on puisse alterner des moments où on va être beaucoup projeté et des moments où on va être plutôt à terre et pouvoir rentrer chez soi le soir. Merci pour la clarté de vos exposés. Ma question est pour Madame de la Police nationale. Vous avez insisté sur les formations juridiques dans vos modalités de recrutement au niveau officier. Qu'en est-il de modalités de recrutement pour la police scientifique ? Ah oui, la police scientifique. Alors la police technique et scientifique, c'est pas tout à fait le même mode de fonctionnement que nous, actifs. Alors déjà, ils sont beaucoup moins nombreux sur le territoire national, parce qu'il faut savoir qu'on a 5 laboratoires police. Le reste est beaucoup délocalisé sur des labos privés. Donc du coup, ils sont 4000 sur tout le territoire à peu près. Pour faire une petite comparaison, nous, les gardiens et les cradés, on est 120 000. Donc du coup, les recrutements en termes de postes sont moindres. Et effectivement, ils n'ont pas le même mode de recrutement que nous, c'est-à-dire qu'en police technique et scientifique, on ouvre des recrutements quand on a besoin de personnel. C'est-à-dire que le seul concours qui est vraiment récurrent, c'est celui de technicien, donc le premier concours à bac, où là, pour vous donner un ordre d'idée, le dernier concours sur la plaque parisienne, parce qu'ils recrutent au niveau régional, hein, c'est pas au niveau national comme nous, on était sur une 50aine de places internes-externes tout confondu. Technicien principal, ingénieur, là on est sur des spécialités bien spécifiques, et quand on n'a pas besoin de spécialistes sur telle ou telle dominante, on n'ouvre pas de concours. Donc vous vous doutez bien que les jeunes se rabattent sur le concours de technicien pour prétendre à évoluer effectivement au sein de la police technique et scientifique. Alors nous, c'est ce qu'on dit toujours aux jeunes, la police technique et scientifique, je pense que c'est un de nos concours les plus durs, avec celui de commissaire par rapport au nombre de places. Donc en fait, il faut que ce soit un plan B pour le jeune et pas un plan A. C'est-à-dire que les études scientifiques doivent ouvrir la voie à un métier à l'issue des études pour le jeune. Et en parallèle, effectivement, préparer les concours de la police technique et scientifique. Donc aller le plus loin possible dans les études, parce que vous vous doutez bien que technicien qui est ouvert à bac, réellement on a du bac plus 2, du bac plus 3, du bac plus 5, des doctorants. Voilà, on a absolument de tout. Donc aller le plus loin possible dans les études, et il faut absolument que ce soit un plan B.
Ne pas se désespérer. Là, j'ai le cas d'une de mes collègues, je l'ai eu encore hier au téléphone. Son fils travaille dans un laboratoire. Il a passé l'année dernière le concours de technicien, il ne l'a pas eu à l'écrit. Il l'a passé cette année, il l'a eu à l'écrit, il a échoué à l'oral. Il va repasser l'année prochaine parce qu'il veut absolument rentrer dans la police technique et scientifique. Voilà, les postes sont tellement rares par rapport à nous qu'il ne faut pas tout miser dessus et surtout pas de préparation payante privée. Hein. Ça, je pense que ça vaut aussi pour mes collègues. Ça reste un concours. Donc, même si vous déboursez beaucoup d'argent, ce n'est pas forcément une ouverture, une réussite à un concours. Voilà, donc nous, la police technique et scientifique, études scientifiques le plus loin possible. Par contre, rester généraliste, biologique, physique, chimie, voilà, ça c'est où on est vraiment très très ouvert. Et après, effectivement, ne pas perdre espoir, ne pas perdre patience et ne pas hésiter à le repasser plusieurs fois. Et une fois que vous avez un pied, c'est un peu le même fonctionnement. On arrive à évoluer en interne, à passer technicien principal et à passer ingénieur. Alors, merci à vous trois. On arrive à la fin juste de notre temps alloué sur cet espace, mais vous pouvez effectivement toujours poser des questions si besoin un petit peu après la conférence. Et voilà, merci beaucoup à vous trois. Donc nous, on est juste un petit peu plus loin, là derrière. Vous allez tous nous retrouver. On est dans le même couloir. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.